Bonjour et bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast qui donne la parole aux personnes à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Je suis Aurélia, je suis architecte et créatrice de contenu et j'habite à Montréal depuis mars 2019. Dans ce podcast, je vous partage des petites perles que je découvre au fur et à mesure de ma vie à Montréal. Les sujets abordés sont divers et sans limite, alors si vous avez des suggestions, vous pouvez m'écrire par courriel ou sur Instagram. Les liens sont au bas de la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie que cela pourrait intéresser. N'hésitez pas à me le dire en m'écrivant sur Instagram @montrealboulevard.podcast, en vous abonnant et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de vous lire. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je vous annonce que je serai en live sur le compte Instagram de mon ami Kim Burns, Grandir en toute simplicité, jeudi 25 mars à 18h heure du Québec. Le thème du live sera « Comment arriver à prendre du temps pour créer les projets et la vie qui nous inspire ?» directement en lien avec le programme de coaching prochainement lancé par Kim. Je mettrai un rappel sur mon Instagram. Le live sera d'ailleurs disponible en IGTV sur nos 2 comptes Instagram par la suite. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Lia Ferranti, Sandrine Royer-Labelle et Laurence Fafard, fondatrice et animatrice des podcasts Femmes en Affaires et Parler pour comprendre, et aussi cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production montréalaise de podcasts éducatifs et engagés. Cet épisode est le premier d'une série de plusieurs épisodes que nous allons faire ensemble et qui vont nous permettre de suivre sur plusieurs mois leur aventure entrepreneuriale. Dans cet épisode, nous abordons plein de sujets passionnants, notamment en lien avec le développement d'un projet entrepreneurial, en parallèle des études ou d'un travail à temps plein. Cet épisode a été enregistré à distance, vous l'entendrez peut-être, mais cela ne devrait pas du tout gêner votre écoute. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lia, Sandrine et Laurence, qui sont les fondatrices de Ala 3 Média, mais qui sont aussi des podcasteuses. Ce format sera un petit peu différent de ceux que j'ai l'habitude de présenter, puisque on a pour but de faire une sorte de série de peut-être 3 épisodes qui suit l'évolution de la fondation de votre projet. Donc c'est le premier de cette série. Donc est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter de la façon dont vous souhaitez présenter votre parcours, etc. Ben, bonjour, moi je m'appelle Sandrine. En fait, je suis une étudiante à la maîtrise au HEC Montréal. Puis c'est là que j'ai rencontré Lia et Laurence. Puis dans le fond, moi je fais la rédaction de mon mémoire présentement. Puis on a parti justement le podcast Femmes en Affaires avec Lia pour un peu présenter des modèles féminins qui œuvrent dans différents milieux du monde des affaires pour un peu donner des modèles à différentes étudiantes. Léa, tu pourras compléter, là, parce que, dans le fond, on trouvait qu'il y avait peu d'étudiantes qui étaient capables de nommer des leaders féminines dans le monde des affaires. Puis même nous aussi, là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le projet. Puis après ça, de fil en aiguille, là, on a commencé à la 3 Médias, mais on pourra y revenir. Ouais, pour compléter, c'est ça, c'est parti. Est-ce que t'étais dans mon cours ou en tout cas, moi je me souviens avoir eu ce moment-là. C'était dans un cours de management où notre prof nous a demandé de citer des rôles de leadership québécois. Impossible de trouver un nom de femme parce que je voulais absolument trouver une femme et impossible à part Michelle Obama, mais c'est pas une gestionnaire ou donc impossible. Puis là ça m'a fait un choc, puis on a commencé à en parler et c'est comme ça qu'on a pensé à podcast à mon affaire. Puis après Laurence a embarqué avec nous et elle a développé son propre podcast. Et sinon, ouais, peut-être pour expliquer un peu mon parcours, je suis à la maîtrise en management à HEC Montréal et je suis en rédaction de mémoire aussi en gestion de crise, donc je suis en plein dans ce qui se passe en ce moment. Donc c'est ça. Ça veut dire quoi, gestion de crise, justement gestion de crise éthique, c'est ça? En éthique? Ouais, exact. Bah, en fait, moi, j'étudie des crises qui ont eu lieu dans des ONG, mais c'est des crises éthiques parce que ça remet en question la mission des ONG et c'est souvent des crises qui vont vraiment aller les questionner. Par exemple, Oxfam, j'étudie Oxfam, c'est un de mes 2 cas et c'est une crise
sur les valeurs féministes parce que c'est des cas d'agression sexuelle et de comportements inappropriés, on va dire ça comme ça. Puis de l'autre côté, ça va être sur Amnesty et c'est éthique parce que c'est conditions toxiques et non-respect des valeurs des droits humains, en fait. Donc, c'est vraiment la mission qui est retournée. Et enchantée, moi c'est Laurence. Je me suis joint aux filles grâce au comité Femmes en Affaires où j'ai rencontré Lia. Et je pense que les filles s'embarquaient dans la nouvelle aventure du podcast et avaient peut-être besoin d'une personne de soutien. Fait que c'est comme ça un peu que je suis rentrée dans le projet. Donc, on s'est détaché du comité finalement et on a commencé le projet ensemble. Et en travaillant avec elle, bien sûr, c'est un peu la piqûre du podcast et ça te donne le goût de le faire toi aussi. Puis je trouve que c'est tellement intéressant de parler, de donner des modèles féminins, mais la question, moi, qui me revenait tout le temps, c'était « OK, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de donner autant de temps? Puis pourquoi en ce moment, on n'a pas de modèles féminins qu'on peut trouver facilement autour de nous? » Fait que c'est un peu la question que j'essayais d'expliquer et aussi démystifier un peu le féminisme. Puis que je trouve qu'aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui peut être perçu difficilement par plusieurs, c'est comprendre les enjeux, comprendre ces structures, puis voir un peu comment on peut faire avancer les étudiantes, oui, en donnant des modèles féminins, mais en discutant des différents enjeux qui créent ces disparités. Donc, c'est un peu ça. Puis de mon côté, je viens de finir le bac à HEC Montréal et je suis présentement conseillère affaires publiques dans un cabinet. Et comment tu concilies le travail et les études? Je suis assez curieuse de cet aspect-là, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, enfin moi je suis française, et puis j'ai l'impression qu'au Québec c'est très courant de voir des étudiants qui travaillent en parallèle ou qui finissent leurs études en travaillant en parallèle. Comment c'est possible de concilier? Moi, ça a été une grande chance, dans le fond, finalement une grande chance, mais qui a été un défi, c'est que j'ai changé de programme en cours de route au bac. Donc, j'étais en finance et j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Fait que j'ai comme perdu 2 cours. Fait que ça m'a ajouté une session. Puis j'avais un peu peur, comme tout le monde, la peur de perdre son temps. Et je me suis dit, j'ai juste 3 cours. Je vais essayer de me trouver un stage sur le côté. Puis finalement, ce stage est devenu un coup de cœur dans le monde des relations publiques, affaires publiques, quelque chose qui m'était absolument inconnu. Et de là, j'ai commencé à travailler temps plein depuis le mois de décembre. Mais dans le fond, maintenant, je suis plus aux études. Je travaille temps plein. Ça, moi puis Lia, nous, je pense que ça nous aide en fait d'avoir des projets à côté parce que, tu sais, le mémoire, c'est un processus que tu travailles beaucoup seul. Surtout là, avec la pandémie, ça a comme exacerbé le fait qu'on pouvait pas se réunir puis écrire en groupe. Donc, je pense qu'avoir des projets sur le côté, pour moi, en tout cas, ça me motive puis ça fait juste comme me changer les idées. Puis après, je sens que je peux revenir plus concentrée. Puis aussi, je pense que c'est bon de développer d'autres compétences. Le podcast, c'est comme un champ vraiment différent de ce qu'on avait pu acquérir comme compétences à HEC. Mais c'est tellement utile, je trouve, par rapport à comment on s'exprime, synthétiser ses idées, puis aussi rencontrer tellement de personnes inspirantes. Donc, je pense que c'est un atout là, pour les étudiants de soit travailler en temps partiel ou de partir un projet. Je fais une petite correction par rapport à ce que j'ai dit. Quand je disais en France, on a moins l'habitude de travailler à en parler des études, c'était plutôt travailler dans le domaine dans lequel on étudie, je veux dire, avant le diplôme souvent. Tu sais, c'est difficile de trouver un travail dans son domaine. Souvent, c'est plus des jobs alimentaires que moi j'ai fait, par exemple, et je comprends très bien la problématique par rapport au mémoire. Moi aussi, l'année de mon mémoire, c'était il fallait que je m'organise toute seule. Puis le fait d'avoir des choses à côté, ça m'a permis de me structurer, donc je comprends la problématique. Je pense que c'est souvent des coups de chance. Puis quand tu t'impliques à l'école, puis tu as la chance d'être dans des écoles comme par exemple HEC Montréal, tu vas développer des contacts, puis tu vas rencontrer des gens qui sont conscients de la charge de travail de l'école et qui vont vouloir t'offrir des opportunités complémentaires à celle-ci. Par exemple, moi, c'était au Jeu du commerce que j'ai trouvé mon travail et tout le monde comprenait très bien que j'avais des disponibilités, mais pas temps plein. Fait que je pense que c'est une chance aussi qu'on a au Québec souvent d'avoir des contacts ou des écoles qui vont vraiment encourager ce genre de développement.
je vois que vous êtes des personnes qui avaient plein de projets, qui faites plein de choses. Et comment vous étiez quand vous étiez enfant? Est-ce que c'était quoi vos rêves? C'était quoi vos occupations? Qui vous étiez? Ça, dites-moi en plus. Qui veut commencer? Ça va être tellement intéressant parce qu'on le sait même pas entre nous. Ouais, c'est ça, j'ai hâte C'est vrai, d'apprendre hein? ça. Moi, quand j'étais tout petite, j'étais sage comme une image. Genre, on m'entendait jamais parler. Je prenais pas de place du tout. J'étais archi gênée, 100%. Puis en grandissant, moi, j'ai vraiment... Oh ouais, puis ça a vraiment changé parce que tout le monde qui me connaît, dont les filles, savent que je parle beaucoup. Puis maintenant, j'ai pas vraiment peur de donner mon opinion dans la vie. Mais à l'époque, quand j'étais toute petite, j'étais très, 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 très gênée. Et j'avais de la misère un peu à m'affirmer. Puis c'est en grandissant que je suis tombée en amour avec l'international, avec les projets, avec la découverte, puis que j'ai rencontré des personnes un peu qui m'ont donné confiance à la vie, puis au projet, puis que je me suis un petit peu plus épanouie à l'université. Mais la personne qui faisait tout et qui était partout avant le cégep ou avant l'université, ce n'était pas moi du tout, là. Moi aussi, c'est un peu similaire, mais quand j'étais vraiment, vraiment petite, je me souviens que j'ai comme essayé plein de choses. J'étais un peu une touche à tout, mais je lâchais tout. On dirait que, mettons, je faisais des cours j'ai fait de la gymnastique, là, j'aimais pas ça. Là, j'ai fait de la natation, là, je lâchais. Après ça, j'ai fait de l'escrime, ça, j'ai fait quand même un petit bout, mais comme, j'essayais plein de cours différents, plein de sports, puis là, tu sais, comme, j'étais vite tannée. Puis après ça, au secondaire puis au cégep, un peu comme Laurence, là, je me suis pas trop impliquée un peu au secondaire, puis je pense que c'est rendu à HEC que le monde associatif nous a vraiment comme permis de nous définir puis voir qu'est-ce qui nous intéressait le plus. Puis c'est vraiment à ce moment-là, moi, que mes activités puis mon implication a commencé. Je me suis impliquée dans le fond, 2 comités dans mon bac. Il y en a un qui c'était comme par rapport... ça s'appelait HEC Culture, là, par rapport aux cultures qui étaient à HEC, puis démontrer l'importance de la diversité. Puis après ça, c'était un autre comité qui gérait différents groupes d'intérêt. Puis après ça, le podcast. Donc, je pense que c'est ça. Je suis quand même curieuse de toucher à plein de domaines. Donc, je pense que ça vient de là peut-être. Que moi, je suis vraiment un mélange des deux aussi. Pareil, avant l'université, j'étais pas vraiment quelqu'un qui s'impliquait. Après, c'est sûr que je viens d'une famille quand même militante. J'ai toujours été dans des manifs. Ma mère, elle m'a toujours vraiment encouragée là-dedans. Donc, je pense que j'avais déjà ça un peu en moi, mais qui s'était pas développé. Et arrivée à l'université, je suis arrivée à Montréal à mes 18 ans, en fait, un mois avant mon anniversaire, en rentrant à l'université. Et là, je pense que j'avais juste envie de croquer la vie le plus possible, fait que j'ai tout essayé. À l'université, j'ai découvert ce que c'était qu'avoir 18 ans dans une grande ville, toute seule, avec mon appartement. Donc, c'est sûr que j'avais le goût d'essayer plein de trucs. Puis, c'est ça que je trouve qui est génial, c'est que l'Université de Montréal et HEC, ils offrent tellement ça, là, ça permet tellement de se développer que t'as forcément envie de t'impliquer. Surtout quand tu connais personne. C'est comme la meilleure façon de rencontrer des gens. Donc, c'est un peu ça, je pense. Pour en arriver du coup à vos implications puis au podcast, quelle est votre histoire avec le podcast et pourquoi avoir choisi de se lancer sur ce média en particulier? Moi, je trouve ça drôle parce que c'est 100% l'IA qui m'a initiée au podcast de A à Z. Je me souviens que ma sœur en écoutait, peut-être dans les années comme en 2018, je dirais, mais je connaissais vraiment pas ça. Puis là, ma sœur, elle me parlait de ça un peu, puis j'étais comme, ah, OK, tu sais, elle disait que c'était le fun, tu pouvais comme écouter tellement plus de sujets différents qu'à la radio. Puis je sais pas, j'ai pas creusé davantage là-dessus. Puis après ça, c'est Lia qui écoutait beaucoup, beaucoup de podcasts qui m'en a reparlé. Puis à ce moment-là, je me suis mis à en écouter. Mais je pense que l'univers du podcast était plus présent en Europe au début. Ça a commencé plus là. Puis après ça, c'est venu en Amérique du Nord, là. Donc, c'est ça, moi, c'est le crédit va à l'IA. Mais moi, c'est une de mes amies françaises qui m'a fait découvrir ça à Montréal, qui était française, elle écoutait des podcasts français, notamment Transfert. Moi, c'est le tout premier qui m'a donné le goût des podcasts. Puis je pense que, je sais pas, un peu comme on avait déjà parlé, Aurélia, mais comme toi, j'étais biberonnée à France Inter toute mon enfance, donc j'ai toujours grandi en entendant la radio. Puis je pense que j'essayais de retrouver quelque chose qui pourrait me correspondre, avec lequel je pourrais apprendre et
qui t'accompagnent dans ta vie. Et je pense que les podcasts, ça a été le coup de foudre parce que c'est comme de la radio, mais tu peux choisir tes sujets, c'est plus personnalisé. Fait que je pense que ça parle à beaucoup de jeunes de notre génération, je pense. Je sais pas toi, Laurence, qu'est-ce Ça que permet t'en de penses? pallier au décalage horaire. Exact, 100%. Puis de Parce que rester France Inter, quand t'es à l'étranger, que t'as 6 heures, t'es tout décalé. exact. Bah, ils se sont mis au podcast. Moi, ma mère, elle m'envoie tous les podcasts de Oui, France oui. Inter, mais c'est pas pareil, je trouve. Ça permet quand même d'écouter un peu, Non, ouais, tu sais, les nouvelles, mais tu peux plus choisir des chants qui t'intéressent et pas juste attraper Mhm. l'émission en cours de route. oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est nouveau aussi que les radios, là, même Radio-Canada, ils viennent de sortir des applications, mais tu sais, avant, il n'y avait pas ça, donc c'était vraiment plus difficile d'écouter, mettons, en déplacement ou ailleurs. Fait que je pense que là, ils ont pris un peu exemple sur les podcasts, mais tu sais, avant, c'était tellement avant-gardiste, puis justement, choisir des sujets, tu sais, ben, j'avais lu que ben, le plus gros podcast en Amérique du Nord, tu sais, c'était sur les true crimes, mais c'est parce que sinon, c'est où que tu écoutes ça, tu sais, c'est des émissions de télé, mais sinon, tu sais, ça peut être tellement des sujets précis, fait Ouais. que c'est ça qui est le fun, là, vraiment. Moi, de mon côté, pour vrai, ça a été les filles, ça a été un peu des amis en général, mais tu sais, c'est vraiment similaire. Donc, si je peux ajouter quelque chose, je suis tombée un peu en amour avec le podcast parce que je trouve que c'est tellement accessible. C'est un média où les jeunes peuvent vraiment, ou les jeunes ou n'importe qui veut avoir un point, ou qui veut discuter avec d'autres personnes, qui veut rencontrer, qui veut apprendre. C'est tellement un média intéressant. Tu rentres dans un monde créatif, mais en même temps, t'as pas besoin d'avoir des énormes logiciels de montage pour faire ressortir ta créativité. C'est vraiment quelque chose je trouve, qui est vraiment pertinent. Puis encore, je trouve que c'est très utile et c'est vraiment dans l'air du temps. Parce qu'on s'entend qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose. C'est rare maintenant qu'on va s'asseoir et qu'on va écouter quelque chose pendant 20, 30, 40 minutes. Donc, c'est rendre l'utile à l'agréable et ça nous permet de littéralement apprendre quelque chose pendant qu'on fait la vaisselle et de choisir son sujet comparativement à la radio que ben t'écoutes ce qui est dit et c'est tout. Tu sais, tu décides pas nécessairement qu'est-ce que tu vas écouter. Donc je pense que c'est ça la grande force du podcast et pourquoi son avenir est grand aussi. Puis aussi le fait qu'on ne voit pas, je sais pas vous, mais le fait qu'on ne voit pas mon visage et que c'est juste ma voix, on dirait que ça a un peu, ça m'a aidé à me lancer puis me dire bah c'est ma voix, oui c'est moi, mais on me voit pas, donc c'est plus facile, je pense, de briser un peu cette barrière qui est plus intimidante, contrairement à des médias plus traditionnels ou même à des vidéos YouTube. Je trouve faut du courage pour se mettre devant une caméra et parler. Nous, on parle, donc c'est pas la même chose, je pense aussi. C'est ça qui rend ça plus accessible aussi, je pense. Oui, c'est ça. Puis je trouve, moi qui en écoute énormément aussi de podcasts, je trouve que ça a la différence. Enfin, aujourd'hui, on est dans une société où on est hyper stimulé par les images, et au moins, je trouve, ça aide à développer l'imagination, un peu comme la littérature, enfin un peu comme la lecture, quoi. Ça permet de Mhm. développer l'imagination, et c'est une sorte d'espace qui est assez rare, je trouve, ce genre d'espace. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour ça Non, aussi. c'est vrai. Donc vous êtes aussi les fondatrices d'une maison de production de podcasts engagés et éducatifs qui s'appelle À la 3 Média. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus de ce projet, et surtout du début de ce projet? C'est quoi le premier moment où vous vous êtes dit ah, et si on montait une maison de production? Ben, je pense que comment ça a commencé, c'est que nos deux podcasts, ils commençaient à se développer de plus en plus. Puis au début, ben, en fait, pour ma part, on a comme parti ça, puis on n'avait pas vraiment d'attente. On se disait pas, tu sais, on n'avait pas vraiment une vision à long terme pour nos podcasts. Puis finalement, on a vu qu'il y avait quand même un grand intérêt, puis les gens ils trouvaient ça le fun. Puis là, le fait qu'il y avait un deuxième podcast, ben, Parler pour comprendre, que Laurence a commencé, qui jumelait tellement bien au nôtre, on s'est dit, ah, tu sais, c'est le fun. Puis après ça, nous, on a on a acheté notre équipement, on s'est comme équipé. Puis de plus en plus, on recevait des questions des gens, tu sais, ah, comment vous avez parti ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que moi aussi je pourrais en partir un? Comment ça fonctionne? Puis dans le fond, nous, au début, on s'est juste dit comme, ah, ben on pourrait vous louer notre équipement.
Puis là, ça, c'était comme le premier service qui est apparu. Puis de fil en aiguille, on a développé nos autres services, là, par exemple des formations de démarrage de podcast, des formations de montage et la plateforme aussi de diffusion. Donc, tout est parti, en fait, juste des questions de nos amis, notre entourage. Ouais, et puis si je peux ajouter, on s'est rendu compte aussi qu'on avait développé une sorte d'expertise sans même s'en rendre compte, parce que toutes les trois, on est un peu du genre à aller chercher les petits détails. Bah, on est trois, Sandrine et moi, on est des chercheuses dans le sens qu'on a fait une thèse, un mémoire, mais du coup, on va aller toutes les trois tout le temps chercher des infos. On s'est mis à regarder plein de vidéos YouTube. On s'est rendu compte qu'à force de faire des recherches et d'aller chercher nous-mêmes ces informations-là, on a fait des essais-erreurs. Et vraiment, on s'est rendu compte que, en fait, je trouve que ça nous a enlevé notre syndrome de l'imposteur parce qu'on s'est rendu compte que vraiment, on avait une expertise, puis on savait de quoi on parlait et qu'on pouvait vraiment aider les gens. Et quand on entendait des projets, on arrivait vraiment à savoir, OK, ça c'est bien, faudrait peut-être plus ça. Ça venait un peu naturellement. Donc, c'est aussi cette expertise-là qu'on avait envie de partager et qui est pas facile à trouver parce qu'il n'y a pas tant de grandes d'informations. Il y a des grosses maisons, mais il n'y a pas forcément d'informations aussi accessibles regroupées. Ouais, si je peux ajouter aussi, on voulait vraiment créer une maison de production. Tu sais, on a vu un besoin de un peu offrir une maison de production pour des gens comme nous, pas des vedettes, pas du védétarien, un peu comme quelque chose d'un peu différent qu'on trouvait qui manquait au Québec, qu'on voit beaucoup ailleurs, mais qu'on trouvait que c'était peut-être un manque à combler. Et on s'est dit, à force d'apprendre, nous, on va continuer à apprendre. Puis, tu sais, je pense que les trois, sans nécessairement le savoir, on a un peu la fibre entrepreneuriale, puis on aime aller toujours un peu plus loin, puis voir où ça peut aller. Puis, en grandissant, le projet n'a jamais été on n'a jamais eu des énormes objectifs. On voulait juste réussir à livrer la marchandise et à offrir le meilleur service possible. Et c'est ça, comme Lia disait, donner notre expertise. Puis je pense que de là venait le projet. Puis après ça, s'assurer que nos deux podcasts restent ensemble et qu'on unit ensemble l'équipe et que le trio que nous, on a, qui est honnêtement un trio de feu, perdure dans un projet un petit peu... Non, mais tu sais, comment dire, genre, je pense que les trois, on a réalisé qu'on était aussi des bonnes business partners plus que des amis. Puis que celui-là perdure, puis qu'on grossisse quelque chose par rapport à ça aussi. Et là, après ça, à voir où ça va nous mener, si ça reste une maison de prod ou autre. Et justement, je me demande, ça veut dire quoi être une maison de production? C'est quoi vos rôles? C'est quoi ce que vous proposez? Ça, dites-moi en plus. Maison de production, d'habitude, la définition de base est on produit un podcast. Donc, dès le début, donc on fait le podcast de A à Z. Ça va être un objectif à long terme quand il va avoir le budget, quand il va avoir le développement, quand on va définir des idées, des ressources, je pense. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on offre, c'est beaucoup plus différents services pour aller appuyer les podcasts. Autant par rapport à la location, la diffusion, le coaching. Donc, dépendamment du besoin, nous, on va les soutenir avec un certain degré d'apprentissage, d'aide. Et on offre aussi le fait de faire des podcasts clés en main. Donc, c'est pas nous qui l'anime, c'est pas nous qui paye quelqu'un pour animer le podcast, mais on fait tout le reste de la conception. En fait, ce qui est intéressant, je pense, vraiment avec notre offre de service, c'est que peu importe t'es rendu où dans ton processus du podcast, que tu sois à l'idéation puis que rien n'est planifié, tu sais pas trop comment diffuser, tu sais pas trop comment enregistrer, mais t'as ton idée, on peut t'aider à poursuivre. Si t'as déjà commencé, mais finalement, ton équipement, ton son, il est pas top, nous, on peut venir aussi aider à ce niveau-là, à l'amélioration, de la qualité du son. Puis, c'est ça, comme Laurence disait, on peut faire aussi tout le processus ou juste la partie aussi post-production. Si le client, par exemple, lui, il veut juste enregistrer, puis c'est ça qu'il trouve le fun, mais après ça, ça ne tente pas pantoute de faire le montage, nous, on peut le faire aussi. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant parce que les maisons de production en ce moment au Québec, c'est souvent des studios. Donc, les gens vont arriver puis ils vont enregistrer leur podcast là, mais ça s'arrête là. Mais nous, c'est plus une offre de coaching pour le démarrage et pour aussi l'amélioration des podcasts en général.
Et puis ça marche à distance et en présentiel, comme elle dit Sandrine, alors que pour le moment c'est surtout du présentiel, il faut se déplacer. Puis nous, on fait affaire avec des entreprises, donc ils n'ont pas forcément le temps ou le besoin ou les envies de se déplacer dans des studios, alors que là, on peut amener le service à eux, donc c'est sûr que c'est plus facile. Et aussi dans le long terme, justement, maison de production, parce que c'est sûr que un de nos rêves, objectifs, je ne sais pas trop, c'est de pouvoir justement financer entièrement et produire des podcasts. Quelqu'un nous propose une idée puis qu'on trouve qu'elle est incroyable, mais la personne n'a pas forcément les ressources ou les moyens, ben nous, on serait capable de les produire au complet, de les accompagner, de mettre en place des systèmes qui font que c'est viable. Mais justement, on essaye de créer une sorte de communauté d'entraide où tout pourrait fonctionner ensemble et se tirer vers le haut un peu, parce que c'est ça qui manque aussi, on trouve. Là, nous, ce qu'on aime avec tous nos partenaires, c'est on s'aide et on se tire, donc c'est comme une communauté un peu. Ça rejoint un petit peu l'idée que vous disiez tout à l'heure, le côté, vous voulez pas forcément de vedettes enfin, vous voulez aider des personnes, un petit peu, voilà, pas forcément connues, qui sont pas forcément journalistes d'ailleurs, puis qui pourraient avoir des idées, et puis je trouve que c'est vraiment l'essence du podcast natif, en fait, c'est que ça donne la parole à des gens qui l'auraient pas forcément eu dans des médias traditionnels, qui sont, des gros groupes, qui sont souvent tenus par des hommes blancs riches et cetera. Et du coup, qui laissent pas forcément la parole à à toute catégorie de population, à tout type de personnes et c'est intéressant, justement, c'est ça qui est intéressant. Puis moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que ce que je trouve le fun avec notre projet, c'est que vu qu'on n'est pas vu qu'on n'a pas un objectif fixe, je trouve qu'on répond, tu sais, on s'adapte à notre environnement. Tu sais, s'il arrive quelque chose, on se dit, ah, OK, ben peut-être que finalement, ça va être utile, puis ça va être un besoin. Donc, on s'adapte à ça plutôt que de se dire comme, ah, OK, nous, on veut faire A, B, C. Mais s'il y a un élément, ben on le prend pas en compte. Non, je pense que justement, avec la COVID, par exemple, tu sais, il est arrivé d'autres opportunités, par exemple, d'aller livrer le matériel, ben, au lieu de se dire comme « Oh non, nous, c'est pas ça qu'on s'est dit qu'on faisait parce qu'on est une maison de production », ben, on s'adapte un peu au marché. Fait que je pense que c'est très, comme dit Lia, là, c'est très organique et on n'a pas comme des lignes directrices. Puis si on voit un besoin, mais je pense qu'on va essayer juste d'y répondre pour que le plus de podcasts, justement, éducatifs puissent naître. Justement, je me demandais, dans les podcasts que vous produisez actuellement, donc il y a Femmes en affaires, Parler pour comprendre, il y a aussi, Humanisons, je pense que c'est ça le nom. Puis il y a aussi On les diffuse. ouais, Oui, Angle mort, c'est ça? Heu, oui. Le balado de la JCCFQ, de la Jeune Chambre du ah oui, commerce c'est des ça. femmes du Québec aussi. Oui, exact. Et Droit au but, qui est un podcast d'une ONG en développement pour donner le droit, éduquer sur le droit individuel des femmes et des personnes qui s'identifient comme telles. OK, intéressant. Puis ça, on peut les trouver tous sur les plateformes d'écoute déjà Oui, ou sauf ouais, OK, Droit au but. OK. Et je me demandais quelle, place vous laissez à la ligne éditoriale? Est-ce que vous laissez totalement les personnes choisir, vous avez juste plutôt un rôle, dans aider pour le technique, la distribution et cetera? Vous avez quand même votre mot à dire pour dire: «Bon, bah, je pense que ce sujet, on l'aborderait pas comme ça» ou «Ce serait bien que vous fassiez comme ça»? Non, en ce moment, on est vraiment en phase de démarrage, en fait, tu sais, de l'entreprise en tant que telle. On n'a pas les budgets pour produire des podcasts à nous-mêmes, comme j'expliquais, où on fait la ligne éditoriale au complet, qu'on développe le tout, et aussi le temps, parce que c'est bien beau avoir chacun notre podcast. Après ça, en produire davantage, s'assurer qu'ils, tu sais, qu'à un certain point, ils sont rentables. C'est vraiment une question qu'on se pose à tous les jours, comment on peut le développer. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on offre? C'est vraiment plus un accompagnement et du conseil, beaucoup, mais on laisse les gens dans toute la liberté de leur ligne éditoriale. Là. Jamais on va aller dire à quelqu'un, on pense que ça devrait faire, on n'accepte pas ça ou quoi que ce soit. On est là pour conseiller et c'est tout.
on va choisir les projets avec lesquels on travaille parce qu'en ce moment, on donne 300% de notre temps. Donc, si on doit créer des nouvelles places dans notre temps pour accueillir des projets, c'est sûr qu'on va choisir des projets qui nous parlent et qui fit avec nos valeurs. Et c'est sûr qu'on essaye de valoriser des podcasts qui vont être engagés, puis surtout éducatifs. Je pense que, je sais pas, je veux pas parler dans le vide les filles, mais je pense qu'on est toutes les trois d'accord sur le fait qu'on prendrait pas vraiment un podcast qui fait du végétariat ou qui est juste des potins. On veut vraiment quelque chose qui soit éducatif. Donc c'est sûr qu'on va sélectionner nos clients pour donner le meilleur de nous-mêmes, parce que je pense que d'autres, ça fitterait peut-être moins avec nous. On pourrait même pas les aider autant que des podcasts qui nous correspondent plus, peut-être. J'aime bien cette approche justement parce que souvent moi j'écoute beaucoup des podcasts sur l'entrepreneuriat, puis souvent les personnes conseillent de vraiment prendre des projets qui nous tiennent à cœur, parce que le problème de prendre des choses juste pour soit avoir des revenus qui rentrent, etc., ou souvent ça va faire juste nous «dégoûter» entre guillemets, de développer son projet. Ça peut nous décourager et puis des fois, en fait, en produisant des podcasts, par exemple, qui sont, comme tu disais, par exemple, sur le végétariat ou les potins ou peu importe, des choses qui sont pas forcément dans nos valeurs, bah, ça va attirer ce genre de clients aussi et ça va être un cercle vicieux. Donc c'est intéressant aussi comme conseil, pour, des personnes qui nous écoutent et qui ont un projet, de vraiment choisir des clients avec qui on est en accord, même si évidemment on a conscience que parfois bah, on n'a pas forcément le choix aussi quand on a besoin de manger, que c'est notre seule source de revenus. Mais justement, je me demandais comment est-ce que vous gagnez de l'argent déjà avec ce projet et et si oui, est-ce qu'il suffit pour vous rémunérer Ben, je pense que c'est important, c'est ça, de rappeler que, tu sais, nous, on est aux études, donc à la base, quand on a parti ça, notre but premier, c'était pas de se rémunérer à temps plein avec À la 3 Médias. Laurence aussi, elle a un job à temps plein, donc, tu sais, qu'elle aime puis qu'elle voulait pas lâcher, si je me trompe pas. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, on n'avait pas... Notre but premier, c'était pas de faire un certain revenu avec ça, puis c'était pas, tu sais, primordial pour nous à ce moment-là. Puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'on fait des revenus parce que là, on est en train de se bâtir, tu sais, des clients, puis des clients qui ont des projets à long terme avec nous. Donc, c'est sûr que en ce moment, ça roule déjà, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est sûr qu'à long terme, on aimerait ça pouvoir se consacrer davantage à ce projet-là. Tu sais, Lia puis moi, on finit sous peu. Donc là, c'est plus difficile d'aller chercher les clients, là. Disons qu'on a pas une stratégie, comment dire ça, d'attaque, mais c'est plus les clients qui viennent vers nous. Donc, peut-être que plus tard, on va pouvoir consacrer plus de temps et faire plus de la prospection, si on dit. Mais c'est ça, en ce moment, on n'est pas capable d'avoir plus que ça parce qu'on a trop de choses à côté qui sont plus impératives, mettons, mais non, on n'en vit pas. Mais c'est sûr que dans un futur, c'est un peu ça le but aussi. En ce moment, tu sais, on a du plaisir, puis les heures qu'on met, oui, c'est pour nos clients, mais c'est aussi juste pour À la 3 Médias et le faire grandir, puis développer la stratégie. On est vraiment en phase de démarrage en ce moment, puis juste développer le projet pourrait être une job à temps plein en ce moment, sans même le travail des clients. Donc, tu sais, on fait le choix de garder ça comme un projet de côté pour l'instant. Je pense que les trois, on adore le milieu du podcast, mais qu'on a tous des objectifs sur le côté, puis on veut tous être un peu entrepreneurs et genre, définir nos limites et de l'autre côté, développer nos propres projets. Fait que je pense que c'est vraiment l'importance de balancer. Puis on en prend des clients. À chaque fois que quelqu'un nous contacte, on va toujours réussir à livrer et à trouver du temps dans notre horaire. Si on n'a pas capable de le temps de le faire nous-mêmes, par exemple du montage, ben on irait trouver une personne pour nous aider. Puis c'est aussi simple que ça. Fait qu'on essaie de s'adapter le plus possible puis de développer dans cette direction-là. C'est sûr que nous, les heures qu'on fait présentement ne sont pas rémunérées. Puis c'est même pas un souhait qu'on a. Donc, même si on est rentable globalement, c'est comme si nous, on n'était pas payés. Donc, mais on aime ça, puis on adore faire ce travail-là, donc ça nous dérange pas du tout. Mais je pense aussi qu'il faut dire que peut-être si les personnes nous écoutent et ne sont pas familières avec le domaine de l'entrepreneuriat, tu sais,
c'est pas un bon choix de rémunérer les fondateurs dès le début, là. Donc ça, c'est tout à fait normal de... Tu sais, nous, le but, c'est de faire grandir le projet. Donc l'argent qu'on fait, on le réinvestit à 100% pour justement développer, acheter d'autres matériels. Exactement. Tu sais, fait que, petit tip. Et justement, comment vous vous organisez pour le travail? Parce que de ce que je comprends, mais évidemment, il y a le développement de l'entreprise, mais il y a aussi tout le montage que vous faites, vous, puis, et cetera. Donc, puis il y a vos podcasts, évidemment, que vous animez, que vous montez, dont vous devez trouver les sujets, et cetera. Comment vous vous organisez toutes les trois dans votre. De- comment vous organisez votre temps toutes les trois? Et puis, quelle est la force principale de chacune qui fait mener le projet, qui fait avancer le projet? Ouh, ça c'est une grosse question. En fait, on a des rôles quand même définis, mais on travaille un peu plus comme des chargés de projet, je dirais, dans le sens que chacune de nous va avoir nos projets qui nous sont qu'on va suivre de A à Z et qu'on va être un peu en charge. Et après, chacune de nous va prendre certaines phases. Par exemple, c'est surtout moi qui m'occupe de tout ce qui est post-production et montage en général. Sandrine, elle va faire plus le suivi client, elle va vérifier comment ça se passe, faire plus la logistique, alors que Laurence, elle, c'est plus du développement, elle va faire les suivis avec nos partenaires, avec les personnes pas sous-traitants là, mais des fois quand ça arrive qu'on ait besoin d'aide, c'est elle qui va faire affaire avec. Et c'est ça, on a chacune un peu nos projets qu'on va suivre plus depuis le début. Et on crée des horaires dans notre horaire. En fait, on s'adapte aussi un peu selon chacune. Et justement, vu qu'on travaille tout en télétravail, on arrive vraiment à s'adapter chacune aux horaires des autres et on va créer notre propre horaire un petit peu. Ce que je rajouterais, c'est que justement, ce qui a été drôle, c'est qu'avec Lia, au début, quand on faisait le podcast, on avait un peu, tu sais, on faisait tout ensemble. Fait que ça, on a remarqué que, tu sais, ça allongeait le processus. Puis à un moment donné, c'était comme plus possible. Là. Par exemple, c'est sûr qu'on brainstorm tout le temps les invités ensemble, mais tu sais, on faisait les questions, après ça, les thèmes, on les faisait ensemble, après ça, on enregistrait ensemble, on faisait le montage ensemble, on se réunissait pour, tu sais, les deux sur le même ordi à faire le montage. Puis, tu sais, ça nous prenait là, beaucoup, beaucoup d'heures. Puis même Laurence aussi était sur le montage avec nous pour comme un troisième avis. Donc, tu sais, c'était pas efficace, là, en fait. Puis je trouve que c'est bien, justement, qu'au fil du temps, on a pu développer vraiment un processus qui est plus efficace pour nous, puis je pense qu'on aime plus. Par exemple, les invités, comme je disais, on va toujours les trois réfléchir ensemble à qui pourrait être bien. Mais, tu sais, mettons, moi, je vais plus faire la recherche sur l'invité, écrire les questions. Ensuite, on enregistre. Après ça, l'IA fait comme une première section du montage par rapport à tout le D-rush, là, la grosse partie. Puis moi, je vais faire la finition. Puis je pense que ça nous a aidé vraiment à mieux structurer notre horaire, puis avoir plus de temps justement pour combiner nos études, le podcast. Puis après ça, quand la 3 est arrivée, je pense que le fait qu'on s'est donné... Au début, on a eu quand même de la difficulté, là, je dirais, à jumeler tout ça. Ça a été comme un des gros apprentissages. Mais maintenant, par exemple, on se donne des plages horaires. Les samedis matins, on a une rencontre à chaque semaine. Puis je pense que ça a fait toute la différence pour nous de se dire il y a un moment dans la semaine qu'on se consacre les trois à brainstormer puis à, tu sais, quand on développait des formations, tu sais, c'est important d'être là les trois pour avoir le input de tout le monde. Donc, je pense que c'est comme ça aussi, en discutant des horaires de chacun puis en se donnant des moments précis que je pense qu'on peut réussir à combiner là, beaucoup de projets. Définitivement, puis je pense que ça va changer avec le temps parce que les trois, on a vraiment... Tu sais, en ce moment, moi, je travaille temps plein, les filles ont un horaire un peu plus flexible, même s'ils ont une énorme charge de travail qu'ils doivent réussir à faire à mettre dans leur horaire de toute façon. Mais c'est quelque chose qui va changer au cours des mois, au cours des années. Les filles vont se trouver probablement du travail sur le côté, on va devoir s'adapter. Mais on est super ouverte à ça, puis consciente du travail des autres, puis on s'adapte dans les tâches. Donc oui, on a chacun nos axes, et on a nos axes surtout
pour un peu plus dans le futur, qu'est-ce que les trois on a envie de développer dans l'entreprise. Mais en ce moment, c'est on s'adapte, puis on développe ensemble, puis on travaille, puis quand l'une ne peut pas le faire, ben c'est pas grave, la personne se remplace, une personne remplace. Puis pour répondre à ta question de c'est quoi les forces de chacune, moi je peux répondre pour les deux filles parce que je pense que c'est très 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 clair. Sandrine, c'est notre rigueur, là. C'est grâce à elle que tous nos projets sont remis à temps, que tous nos livrables sont toujours bons, que c'est vraiment Sandrine. Puis de l'autre côté, l'autre balance, je trouve, qu'est-ce qui fait la balance, c'est Lia qui est un peu plus dans l'impulsivité, puis OK, on part un nouveau projet, on développe de quoi, OK, il faut qu'on lance quelque chose, puis qui est aussi beaucoup, qui crée toute notre image de marque, tout le côté création. Et très mobilisé aussi. Là. Je pense que c'est les forces des filles. Ouais, et puis on est toutes les trois, on se remet beaucoup en question, mais je sais pas Sandrine, toi si tu veux le dire pour Laurence, mais moi je trouve que Laurence justement, c'est notre pilier du milieu parce que Sandrine et moi, on est plutôt on va être les deux côtés, puis Laurence c'est celle qui nous stabilise. C'est pour ça je trouve que on est tellement chanceuse de s'être trouvées, parce que ça a été un peu un hasard, mais en même temps je pense aussi je sais pas, on a sûrement senti, on est passé à travers des difficultés là comme tout le monde et même si maintenant ça roule super bien, on a dû s'ouvrir, en parler, puis je pense que c'est ça aussi, c'est on s'aime toutes les trois, fait qu'on est prête à se remettre en question, à se replacer par rapport aux autres, vérifier que tout le monde est bien dans comment on fonctionne. Fait que c'est sûr qu'on est beaucoup c'est très organique parce que justement on est tout le temps toutes les trois, on essaie de développer une genre de synergie là où on essaye vraiment de s'écouter et puis de respecter la place de chacune. Et chacune a ses forces qui sont tout le temps complémentaires, donc ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Pour ça, on est tellement chanceuse avec toutes les histoires qu'on entend. En tout cas, ça, c'est autre chose, mais en tout cas. Tu dis que vous êtes passé à travers des difficultés. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou en tout cas s'il y a des difficultés majeures à travers lesquelles vous êtes passé, puis qui pourraient aider les auditeurs dans des projets et comment vous les avez surmontées. Je peux commencer, puis les filles, vous compléterez parce que moi, je dirais que la grosse difficulté qu'on a, c'est que on a toutes les trois des caractères uniques, développés. Et justement, c'est le fait que justement, on s'apprécie en tant qu'humain avant tout, puis on a une belle relation. Ça fait qu'on a réussi, mais c'est sûr qu'on a nos caractères. Donc, le fait aussi qu'on n'a jamais eu vraiment... on a commencé notre entreprise, on était tout de suite à distance. Donc, on a dû développer les codes du non-verbal, ce qui, des fois, ça peut créer des chocs culturels parce que pas tout le monde écrit de la même façon. Il y a beaucoup des fois, il y a des erreurs de compréhension parce que, tu sais, un texte que tu écris vite fait entre tes 2 heures de rush, entre ton travail puis ce que tu écris, tu es en train de marcher, tu fais des trucs, je les ai déjà appelés en faisant mon épicerie parce que on a des gros horaires, donc c'est sûr que ça a créé, on a dû s'adapter puis apprendre à faire attention à la manière dont on communiquait ensemble. Et c'est ça, puis à apprendre à s'écouter surtout et à se laisser la place chacune, justement, parce qu'on a des codes différents, on a des valeurs différentes, même si c'est commune. Moi, c'est sûr, je suis française, donc j'ai pas forcément, même ça fait longtemps, j'ai pas forcément les mêmes valeurs de base. Chacune des filles aussi, on vient de milieux différents, donc c'est sûr que ça joue. Je sais pas ce que vous en pensez, Laurence, qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? Si je peux rajouter, c'est que je pense qu'il fallait se créer un rythme de croisière parce que autant qu'on a toutes des techniques de travail, on travaille les trois un peu d'une façon différente, puis on pense toutes que les choses doivent aller rapidement ou plus lentement pour livrer la marchandise ou pour faire quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est donner un peu des barèmes de OK, c'est quoi le moment? Qu'est-ce qui est une crise? Qu'est-ce qui n'est pas une crise? Qu'est-ce qui nécessite le consensus de tout le monde? Qu'est-ce qui n'est pas si important? Puis si tu as confiance en ta réponse, tu le fais par toi-même. C'est des petits détails comme ça que même avec des personnes que tu fais super confiance, des fois, ça crée des petits chocs parce que tu dois te définir un peu tes mini-règles d'entreprise, même si on est juste trois. Tu sais, c'est niaiseux. Puis je pense qu'une fois qu'on a réussi à avoir un peu ce rythme de croisière-là et ces normes, depuis, ça va super, super bien.
Ouais, moi, je suis vraiment d'accord avec Laurence parce que des fois, c'est ça, on n'est pas une grosse entreprise, puis, mais on l'a tellement à cœur que chaque personne a des priorités différentes par rapport à l'entreprise. Tu sais, comme, par exemple, moi, comme les réponses aux clients, c'est super important pour moi, puis les délais, c'est super important, comme Laurence l'a dit. Fait que des fois, tu sais, pour d'autres, c'est moins important. Fait que c'est pas sur des grosses décisions qu'on a eu, disons, des frictions, mais c'est sur plein de petites décisions comme ça. Puis je pense que, tu sais, quand tu disais si on avait comme des conseils, tu sais, moi, mon conseil premier, ça serait de se rappeler que mon amitié avec Laurence puis Lia est plus importante que, tu sais, que l'entreprise. Puis moi, je pense que ça, c'est vraiment important pour moi dans le sens que même si des fois on a des débats ou quoi que ce soit, tu sais, comme, oui, j'ai à cœur à la 3 médias puis je veux que ça grandisse, mais je pense pas que ça vaut le coup de, tu sais, des chicanes ou de briser des amitiés pour ça parce que, tu sais, à la base, on est des amis. Puis je pense qu'aussi, justement, on est rendu tellement à l'aise une avec l'autre que des fois, tu sais, on fait moins attention que, par exemple, si c'était des collègues. Donc, je pense que c'est juste des petits trucs à prendre en compte. Puis évidemment, la communication, tu sais, juste se dire, ah, ça, c'est important pour moi. Puis toi, non, mais est-ce qu'on peut trouver un compromis? Donc, un peu comme une relation de couple. 100%. Si je peux rebondir là-dessus, dans le fond, c'est que je trouve vraiment que qu'est-ce que tu viens d'amener, c'est vraiment important. Parce que, tu sais, je pense que tout le temps d'habitude, dans n'importe quelle entreprise, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, c'est de toujours rester super calme, de pas trop brusquer, de faire attention. Mais honnêtement, nous, on a réalisé entre nous que rendu là, on n'avait plus vraiment d'ego. Puis des fois, on peut être direct, on peut parler, dire notre opinion, puis personne ne le prend personnel, dans le fond. Mais ça l'a pris un moment à comprendre que personne ne le prend personnel et on est toutes des personnes qui préfèrent avoir un discours vrai, un peu intense des fois, direct, et que c'est comme ça que ça facilitait notre prise de décision ou quoi que ce soit. Tu sais, puis je pense que ça a juste été une adaptation et tout se comprendre là-dedans puis faire finalement, hey, on est toutes pareilles par rapport à ça. Hey. On n'aime pas ça tourner autour du pot, là. Nous, c'est comme Non, non, c'est sûr. straightforward. Je vous entends, puis genre, ça me rappelle à quel point je vous aime et je suis contente de travailler avec vous, c'est fou, ça m'émeut. Et justement, à peu près, je sais pas si vous pouvez jauger, mais vous passez combien de temps à peu près chacune à travailler par semaine sur À la 3? Évidemment, je sais que c'est difficile à compter, mais c'est pour se rendre compte aussi de combien de temps on a besoin pour réaliser un projet à votre échelle. Ben, à la base, on a notre rencontre hebdomadaire qui est 3 heures. Donc ça, c'est comme notre temps de base. Donc c'est ça. Puis après ça, je pense qu'on va se parler à tous les jours. Puis tu sais, je pense que ça va être souvent... On fait tout notre travail de chaque côté, puis en même temps, on fait du travail, souvent des mini-appels qui vont être 20-25 minutes, tout simplement, mais qui vont se dérouler quasiment tous les jours. Moi, de mon côté, là, c'est vraiment difficile à chiffrer, mais je dirais en ce moment, en moyenne, entre 10 et 15 heures. Puis pour moi, ça me va parfaitement avec la charge de travail sur le côté des autres projets. Voilà. Ouais, je pense qu'on fait ça à peu près entre 10 et 15 heures chaque par semaine. Puis c'est ça qui est le plus difficile, je trouve, en se partant, c'est que vu que justement on n'est pas attitré à un poste, on a besoin comme de l'input de tout le monde pour prendre des décisions parce que justement on a des forces et des faiblesses complémentaires. Donc dès qu'il y a, mettons, un nouveau client ou quelque chose de nouveau qui arrive, ben tu sais, nous on fait des appels, donc c'est sûr qu'on en fait souvent, mais plus je pense qu'on va grossir, puis plus on va avoir comme des tâches spécifiques, ben c'est sûr que là, les trois, on va pas avoir besoin de l'accord de tout le monde, c'est comme la personne va juste pouvoir faire ses trucs, mais pour l'instant, en démarrage, je pense que c'est ça qui nous prend le plus de temps, tu sais, notre communication interne pour être sûr de bien livrer aux clients. Ouais, vraiment. Puis les réseaux sociaux aussi, mais en ce moment, nous, les réseaux sociaux d'À la 3 sont pas très développés, mais si on se base sur ceux de Podcast FEA et PPC, on est un compte communauté, on travaille un peu toutes les trois, c'est comme 1 heure par jour, là, quand on poste des contenus, puis on travaille dessus, en plus des heures qu'on fait à l'interne pour discuter entre nous, puis s'adapter. Mais moi, ce qui m'a troublée un peu, ben pas troublée, mais c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est vraiment les temps des réseaux sociaux. Je pense que les gens réalisent pas comment c'est long.
Tu sais, moi, avant, j'avais juste, bon, évidemment, tout le monde a ses réseaux sociaux personnels, là, mais faire la promotion de ces projets, là, ben, toi, Aurélia, aussi, tu le sais, là, peut-être que tu pourrais nous dire combien de temps ça te prend, puis comment tu gères ça aussi, toi, mais les posts Instagram, pour vrai, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit beau, il faut que le texte fit avec les valeurs, il faut engager les auditeurs, fait que, tu sais, faire le podcast, oui, c'est long, mais aussi se bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, moi, ça m'a vraiment surpris le temps que ça prenait. Puis j'ai fait beaucoup d'apprentissage là, vraiment à ce niveau-là. Puis c'est tellement important aujourd'hui, la communication puis les réseaux sociaux, Instagram particulièrement, vraiment étonnant. LinkedIn aussi pour les podcasts. Ouais. Vraiment. Ben nous, c'est sûr qu'on a un côté à faire, donc LinkedIn aussi. Ouais, c'est sûr, je comprends. Moi, c'est pareil, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Après, je fais moins de posts, je fais moins de posts, moins de stories parce que je sais que, étant toute seule, je peux pas non plus. Enfin, je- j'ai à cœur de vraiment. Mon produit, c'est mon podcast, donc c'est ça qui est le plus important. Et la communication, c'est important aussi, mais je veux pas que ça devienne mon temps principal et je préfère que ce soit le fond que la forme. Bien sûr, je ne veux pas dire que c'est moins important, mais c'est juste que moi, en étant toute seule, il faut que je choisisse. Mais oui, je vois les posts que vous faites. En plus, vous faites beaucoup de posts sur, enfin, hyper travaillés, quoi, avec beaucoup sur le féminisme, avec des données sur les femmes, par exemple. Je pense au podcast Femmes en Affaires. Et ça prend énormément de temps. Moi, je sais, hier, j'ai voulu faire un post un peu plus long que d'habitude et ça m'a pris hyper longtemps pour faire des recherches parce que tu veux faire attention à ce que tu dis, tu veux vraiment vérifier tes sources. Puis il y a toute la question du graphisme aussi qui est hyper importante. Donc c'est vrai que je suis d'accord, ça prend énormément de temps. Ouais. Et je me demandais parce que là, je pense que ça fait à peu près 1 an, c'est ça, un petit peu plus d'1 an que vous avez commencé le projet. Et combien de temps s'est écoulé entre vraiment le moment où vous avez, on va dire, eu la première idée du projet, vous avez commencé à faire les premières choses pour monter le projet, puis vous avez votre premier client, à peu près? Je pense qu'on a commencé à en parler quand même tôt. Mais en fait, je pense que c'est qu'on a eu une demande, puis après, le projet est venu. Donc, c'est plus comme ça que ça s'est passé. Puis, tu sais, en fait, à la 3 médias, ça fait pas 1 an. Ça, c'est plus comme les podcasts qui ont commencé il y a 1 an. À la 3 médias, c'est quand même jeune, là. Je dirais que ça a commencé officiellement au mois de juillet, si je me trompe pas. On est enregistré en tant qu'entreprise au mois de juillet. C'est ça, même le nom, on l'a trouvé cet été. Puis après ça, tout le reste, un peu... C'est vrai, t'as raison, avance novembre. Ah oui. Puis après ça, pour de vrai, les vrais clients, puis le travail a commencé au mois d'octobre, novembre, pas avant ça. Avant ça, c'était vraiment de l'idéation, je pense. Puis fait que je pense qu'on y a pensé énormément. Et on a vu le potentiel énorme, mais avant de commencer activement à mettre le tout en place, ça nous a pris un petit moment, là. Je pense que ça a pris quelques mois. Ouais. Et je me demandais comment aussi vous faites connaître vos podcasts, les podcasts, parce que moi, ayant aussi un podcast, je sais à quel point on en parlait justement la dernière fois quand on s'était parlé, à quel point c'est difficile le podcast de faire connaître, de faire grandir l'audience. Ça reste un média qui est très, qui est quand même quelque sorte niche parce que c'est souvent des formats longs qui parlent de plein de sujets différents. Souvent les gens vont plus vont plus regarder des vidéos ou des choses comme ça. Donc on sait que c'est difficile de faire grandir son audience. Comment vous faites pour faire connaître vos podcasts, pour les faire écouter, les faire découvrir? Je pense qu'il y en a plusieurs stratégies. En premier lieu, nous, vu que c'était un projet comme vraiment personnel, je pense qu'on a misé aussi sur notre réseau. Tu sais, quand on a sorti ça, les gens étaient comme un peu étonnés, comme « Ah, vous faites un podcast? Tu sais, comme c'est quoi? » Fait que je pense qu'on a comme premièrement eu une base grâce à notre réseau personnel. Tu sais, c'est sûr que les trois, on connaît comme quand même beaucoup de monde, puis tu sais, à trois, ça mousse encore plus la base, là, disons. Puis après ça, moi, je dirais vraiment Instagram.
Puis justement, quand tu disais qu'on fait des posts, tu sais, vraiment nichés, par exemple, là, Laurence, elle avait fait un post sur les différents types de féministes qui avaient comme super bien marché. Tu sais, je pense que ça rejoint des gens qui sont tellement déjà intéressés au sujet. Puis je pense que c'est comme ça qu'on a grandi, tu sais, avec vraiment des publications qu'on a faites nous-mêmes, là, pas juste des reposts, là, disons. Puis aussi, ben nous, Podcast Femmes en Affaires, je dirais que nos invités, ils ont quand même un réseau assez important. Puis eux, ils partageaient aussi ça sur leur page LinkedIn. Donc, c'est vraiment comme ça, si je ne me trompe pas, si vous voulez rajouter quelque chose, les filles. Mais pour le podcast, c'est sûr que la notoriété de nos invités, ça l'aide. 100%. Puis la notoriété, quand on dit nous, j'inclus le podcast Parler pour comprendre aussi, là, parce que justement, vu qu'elle aborde des sujets qui sont vraiment à la mode, et souvent elle met le doigt sur des choses comme qui sont vraiment dans le moment. Notamment, elle avait fait un podcast sur MeToo, le deuxième, et Laurence, elle avait son invité, après on l'a retrouvée dans tous les médias traditionnels quelques semaines après qu'elle ait enregistré et publié son podcast. Et je pense que ça aussi, c'est la force des deux ensemble. Nous, oui, on a des personnalités connues du milieu des affaires qui vont utiliser leur propre réseau aussi. Et en plus, le fait qu'on ait de la vulgarisation de concepts féministes et d'événements, je pense que ça appuie vraiment notre contenu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Laurence, peut-être? Bon, moi, en fait, je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit. Puis c'est vrai, pour de vrai, moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés, je pense, avec mon podcast par rapport à aller chercher le réseau que les filles, parce que je me suis développée. Tu sais, je l'ai commencé après et je le fais seule. Puis tu dois comprendre à 100%. Puis moi, mon podcast personnel n'a pas nécessairement été ma priorité. Tu sais, les podcasts des clients est 100% ma priorité comparativement au mien. Donc, pour moi, je l'ai vraiment développé pour le plaisir et moi apprendre et aller compléter le podcast sur mon affaire. Mais j'ai pas nécessairement été chercher à date et aller vraiment travailler le côté du podcast, mais clairement, le fait que les deux podcasts soient associés puis qu'on va se compléter, ben ça l'aide beaucoup, 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 et que les posts que je fais vont chercher un type de personne comparativement aux filles. Donc, je pense que c'est comme une bonne balance, puis on se complète là-dedans comme Lia disait. Puis je pense aussi c'est la régularité. Hein. Je pense que dans les podcasts, si tu en postes souvent, tu commences à développer un rendez-vous, ton auditoire, et à force, ça fait du bouche à oreille. Nous, on se rend compte que il y a beaucoup de bouche à oreille qu'on n'a pas prévu, puis ça marche aussi. Je pense que tant que tu es constant, que tu crois en ce que tu fais et que tu parles de choses qui t'animent, je pense que ça finit toujours par payer, en tout cas, j'espère. C'est peut-être utopique. Justement aussi, pour continuer sur les podcasts, je vais parler plutôt à votre côté journalistique. Comment vous faites pour vous préparer comment vous faites pour choisir les sujets déjà, choisir vos invités et pour préparer vos interviews en général? En fait, pour Femmes en Affaires, comment on fonctionne pour les invités? Premièrement, on a commencé vraiment avec des personnes qui nous inspiraient, qu'on aimait leur entreprise, qu'on voulait en apprendre plus. On a commencé avec Marie-Pierre, que tu as interviewé aussi, juste parce qu'on adorait Air Commune. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis sinon, on essaie aussi d'avoir vraiment une variété dans les domaines. On veut avoir finance, on a eu plus technologie, entrepreneuriat, on veut aussi la diversité dans les âges des invités comme dans les origines. Donc, je pense qu'on essaie d'aller chercher le plus d'invités diversifiés possible. Puis pour comment on se prépare, moi en fait j'aime vraiment être préparée. Fait que je vais vraiment comme lire tout sur l'invité, toute sa carrière, puis aussi des sujets connexes. Là, par exemple, notre invitée Valérie Pisano qui travaille en intelligence artificielle, c'est sûr que c'était pas un sujet avec lequel j'étais super familier. Fait que moi, c'est sûr que je vais comme
essayer de lire le plus possible là, par rapport à son sujet d'expertise à notre invité pour pouvoir justement faire des discussions puis pas juste être comme en train de poser juste une question puis question-réponse là, pour que ce soit plus ouvert. Mais tu sais, Lia a fait la même chose aussi que moi. Là. Elle lit, elle aussi, beaucoup sur l'invité. Je pense que c'est notre truc. Puis sinon, je dirais juste que cette personne-là, on l'invite parce qu'on est curieuse d'apprendre sur son parcours, puis on a juste envie de la découvrir davantage, fait que ça facilite l'interview, je dirais. Moi, de mon côté, je peux dire que la partie recherche est assez importante. Ça peut être assez complexe parce que pour donner une bonne entrevue, ben il faut que je comprenne le sujet. Vraiment un exemple, mon prochain épisode qui va sortir, ça va être sur l'origine de la division sociale des sexes. Puis ça part de toutes les théories féministes. Puis même si c'est un sujet que je lis depuis un moment, en préparant les questions puis en lisant sur le sujet, ben j'ai compris à quel point c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Donc ça va être surtout ça. Moi, ça va être vraiment comprendre le sujet, après ça, aller chercher une personne qui est pertinente et qui va être capable de bien le vulgariser. Donc, non seulement la personne qui est la plus cotée dans le domaine ou quoi que ce soit, mais la personne qui va être capable de l'expliquer à un peu n'importe qui. Puis après ça, ben c'est vraiment aller juste de construire un épisode qui va être pertinent. Là. Mais clairement, le côté recherche est une des plus grandes parties de mon podcast. C'est marrant, j'ai écouté l'épisode aujourd'hui de Valérie Pisano sur le Mila aujourd'hui. Puis moi, c'est vraiment une question. Moi, souvent, il y a des personnes que j'aimerais bien interviewer, mais j'ose pas parce que c'est des sujets que je maîtrise. Enfin, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Puis j'aurais peur soit de poser des questions à côté de la plaque ou de pas comprendre des choses. Et c'est un peu le côté syndrome de l'imposteur peut-être qui m'empêche pour l'instant d'interviewer des personnes. Voilà. Mais est-ce que ça vous est arrivé, ce côté-là est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, que vous aimeriez interviewer et vous vous dites pour l'instant, je me sens pas prêt ou alors non, vous surmontez ça, vous dites ok, bah, je vais faire des recherches, je vais lire tout ce que je peux et puis à la fin, je vais bien savoir de quoi ça parle. Je pense que c'est un type de personnalité aussi. Ben moi de mon côté là, excusez pour les filles, mais je vais répondre super rapidement. Moi, de mon côté, je suis plus ok, je m'essaie, on voit si ça fonctionne. Puis après ça, ben ok, c'est un défi que je me suis lancé et go for it. Il faut que tu livres la marchandise. Par exemple, c'est ça. Je pense à un nom dans mon podcast, mais c'est ça. Donc c'est une différente perception du risque peut-être. Mm-hmm. Puis pour nous, je sais pas si Sandrine va être d'accord, mais moi par exemple, rien que voir aller Laurence, je la trouve vraiment courageuse d'aborder, puis je trouve ça vraiment inspirant parce qu'elle aborde des sujets qui sont tellement complexes et qu'on essaye dans lesquels on navigue en eau trouble. Et je trouve que pour ça, je pense aussi elle est hyper inspirante pour ça. Donc je pense que ça nous aide aussi nous après à aller chercher. Mais je sais pas toi Sandrine, mais c'est ça que j'ai réalisé, c'est que j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur avec ce podcast-là par rapport à nos invités, parce que je me suis toujours dit, on le fait pour les gens qui, comme nous, n'y connaissent rien. Donc, c'est comme, on se met vraiment dans la vulgarisation la plus forte. Donc, c'est sûr que ça nous aide. Et puis, au pire, on se trompe et c'est pas grave parce qu'on peut recommencer. Et je pense que, je sais pas, je pense que ça joue beaucoup. Mais non, en tout cas, je pense pas que ça nous est déjà arrivé. Moi, de mon côté, c'est ça. Je trouve que ce podcast-là, il est fait justement pour vulgariser des thèmes puis rendre ça accessible aux gens. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on s'y connaît pas dans tous les sujets, c'est impossible. Mais moi, je me dis, tu sais, mon rôle là-dedans, c'est d'essayer de comprendre la base. Puis, c'est à l'invité d'expliquer correctement pour que les auditeurs comprennent. Puis, c'est à son avantage d'aller rejoindre le plus de gens possible. Puis à chaque fois, les invités nous ont dit « Hey, c'est le fun parce que les gens, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on fait. » Tu sais, Valérie Pisano, elle nous l'a dit, elle était comme « Moi, je veux simplifier ça au maximum pour que les gens aient pas peur de l'intelligence artificielle. » Puis moi, c'est ça, je me dis tout le temps, je suis comme « Eux, ils veulent que les jeunes, ils s'intéressent à leur domaine, peu importe c'est quoi. » Puis moi, en plus, je trouve ça tellement enrichissant de connaître différentes sphères. Tu sais, c'est sûr que, par exemple, on a invité
la personne qui est responsable de Taisez-vous, un organisme à but non lucratif. Puis c'est sûr que c'est niché, mais je suis comme, c'est tellement important parce qu'il y a plus de gens qui vont connaître ça. Fait que je prends le risque de, tu sais, c'est ça. Puis je me dis que je vais juste travailler plus fort pour essayer d'avoir quelques connaissances. 100%. Mais c'est comme des professeurs, en fait. C'est comme si on avait un cours privé, en quelque sorte, sur un sujet hyper pointu. Fait que, au final, nous aussi, on apprend là-dedans. Ben, j'allais juste dire que souvent, on a peur de demander, mais les gens sont tellement réceptifs. Tu sais, c'est très valorisant de se faire demander en entrevue. Puis peu importe, tu sais, t'es qui, nous, on a eu quasiment aucun refus parce que les gens sont juste, tu sais, sont flattés. Puis je pense que quand tu as une cause importante, tu sais, nous, c'est quand même, on veut laisser la place aux femmes. Fait que je pense que vaut mieux essayer puis d'avoir des refus, mais aussi des réponses positives que de passer à côté d'un invité qui peut être tellement pertinent. Je comprends ce que vous disiez, le fait de se dire, bah voilà, la personne m'a dit oui, maintenant il faut que je me prépare, etc. Ça me fait penser, moi, l'interview qui m'avait pas mal intimidée, c'était Philippe Lamarre. Je sais pas si vous voyez qui c'est, le fondateur d'Urbania. Qui est quand même un gros média à Montréal. Et en fait, j'étais quasiment persuadée qu'il allait me dire non. Donc moi, je me suis dit, allez, je demande. Et direct, il m'a répondu oui, il n'y a pas de problème quand tu veux. Et du coup, je me suis dit, ok, faut que je me prépare, là, faut, faut le faire. Puis finalement, c'est très bien passé. Mais c'est vrai que c'est ce genre de choses, on se dit, c'est un peu, c'est challengeant, quoi, vraiment challengeant, Ouais. je trouve. Puis je pense qu'on a peur aussi des grosses personnalités publiques, mais tu sais, nous, on a interviewé la directrice du Musée des Beaux-Arts, Nathalie Bondil. Tu sais, jamais on aurait pensé qu'elle nous aurait répondu. Puis on a envoyé un courriel comme à une adresse courriel vraiment de base, là, genre info@mba. Là. Puis, tu sais, ils nous ont répondu. Fait que je pense que les gens sont comme tellement ouverts. Puis faut prendre la chance parce que, tu sais, si nous, on dirait oui, ben eux aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce que vous avez des modèles justement de femmes, que ce soit femmes entrepreneurs ou podcasteuses, journalistes, peu importe, qui vous inspirent au quotidien et qui vous ont aussi aidé que ce soit des personnes que vous connaissiez ou non, qui vous ont aidé à lancer vos projets, à vous dire, ok, en fait, je suis capable de le faire aussi. Mais depuis que je suis toute petite, moi, un de mes modèles féminins, c'est Marie-Ève, qui travaillait en Afghanistan, qui était reporter. Puis je me rappelle même pas de son nom de famille. Fait que c'est ça que je cherchais en ce moment, en espérant que vous alliez répondre avant moi. Mais pour de vrai, moi, ça a été une de mes modèles depuis que je suis jeune. J- Justement parce que c'était une femme qui sortait, qui quittait, qui allait dans des milieux plus difficiles, qui sortait de sa zone de confort, qui allait dans des milieux de guerre pour aller chercher l'information pertinente et qui s'assurait de toujours amener de l'information véridique. Fait que pour moi, ça a toujours été un modèle. Ensuite de ça, je pense que personnellement, c'est vraiment les femmes qui À m'entourent. Radio-Canada, ça? Ouais. OK. Elle est rendue à Paris. Ah, OK. Ouais, je suis comme un petit blanc. Mais c'est ça. Puis ou sinon, c'est vraiment les femmes qui m'entourent. C'est vraiment cucu, mais c'est vraiment vrai. Je suis vraiment inspirée par toutes les petites décisions, les petits choix, les petits défis que souvent les personnes vont se donner. Puis la majorité du monde sont énormément impliqués dans mon entourage. Donc, c'est ça qui me motive et qui va me pousser. Sandrine, moi, honnêtement, j'ai tout le temps les mêmes. Alors, ça commence à être plate là, mais je sais pas, j'ai pas vraiment de rôle modèle quand j'y pense quand j'étais plus jeune. C'est sûr que les femmes, justement, comme Laurence, c'est sûr que j'ai toujours été entourée de femmes à fort caractère qui allaient chercher ce qu'elles voulaient. Donc, c'est sûr que ça influence. Et sinon, en vieillissant, moi, j'adore Caroline Coty, de la gouvernance au féminin. Je la trouve hyper inspirante. Je suis un peu, je trouve que ce qu'elle fait, c'est génial. Mais c'est ça, il y en a tellement maintenant que on dirait qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être plus su répondre que maintenant que j'en ai découvert tellement, je sais plus laquelle choisir parce qu'il y en a tellement qui sont inspirantes. Moi, c'est peut-être un peu out of the box, là, mais en fond, c'est l'auteur qui me tue.
Ça fait longtemps que je l'ai découvert, puis je lis ses livres. Puis, tu sais, elle n'est pas comme en affaires, puis elle est vraiment pas dans mon domaine. Mais je trouve que son histoire, son parcours de vie, parce que, tu sais, c'est une boat people, tout son parcours est vraiment inspirant. Puis c'est une leader très calme, puis un peu différente. Tu sais, moi, des fois, je suis comme un peu explosive, puis je trouve qu'elle, c'est vraiment un modèle de... quand elle s'exprime, elle est très calme, elle est très imagée. Tu sais, c'est sûr que c'est un auteur, là, donc c'est très beau ce qu'elle écrit, mais c'est tout en douceur. Puis je trouve qu'elle a un impact tellement important, mais pas en essayant trop, juste en étant elle-même. Donc, moi, je trouve ça, par son art, elle a un impact. Donc, je dirais que c'est elle. On arrive un peu sur les questions de la fin. Quels sont vos projets, que ce soit pour À la 3 Médias ou vos projets professionnels dans les prochains mois, peut-être dont vous pourrez nous reparler aux prochaines, à la suite de la série qu'on va faire? Ben, moi, mon projet promis, c'est de terminer mon mémoire et de le déposer. Donc, ça va enlever un gros poids de mes épaules. Puis, sinon, ben, mon seul projet, c'est je veux continuer à développer le podcast Femmes en affaires, continuer à inviter des gens, à continuer à faire des interviews. Puis, avec À la 3, ben, on pourra peut-être en reparler après que vous ayez dit votre projet personnel, les filles, là, mais tu sais, c'est sûr qu'on veut continuer à grossir notre base de clients, puis tu sais, justement, avoir plus de temps pour aller chercher nous-mêmes des clients, puis faire un peu plus de, tu sais, de développement des affaires, puis de mettre en place nos services un peu plus structurés, moi, je dirais. C'est ça que j'aimerais faire. Puis un côté aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, moi, m'interpelle beaucoup dans notre projet, c'est donner les formations par rapport au démarrage d'un podcast. Donc, on aimerait ça... tu sais, en ce moment, on a une formation qui est en cours, mais on aimerait ça la développer, l'enrichir vraiment, puis donner des formations. C'est quelque chose qui, moi, m'allume beaucoup, donc j'espère pouvoir grossir ça puis continuer ça avec À la 3. Côté personnel, moi, pour vrai, je viens de rentrer dans une nouvelle, dans le fond, dans de nouvelles fonctions. Et c'est un milieu quand même qui prend du temps à apprendre, développer. Donc, je veux apprendre énormément dans mes temps libres aussi par rapport à tout ce qui est politique, actualité. C'est vraiment un de mes projets. Puis c'est pas un projet écrit sur papier ou c'est pas une entreprise ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est nécessaire en ce moment. Puis, j'ai probablement... C'est ça, ça serait aussi de développer podcast Parler pour comprendre, puis vraiment le remettre sur la map aussi. Ça, définitivement, c'est un de mes projets, puis j'espère que ça va être fait la prochaine fois qu'on va discuter, là, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et ensuite de ça, ben, je pense que c'est avec À la 3 Médias, c'est vraiment tout en suivant notre capacité de vraiment le faire grandir, d'avoir une offre de service très claire, mais toujours qui s'adapte toujours aussi bien, puis de pouvoir multiplier les projets, mais sans nécessairement prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'est vraiment stratégie de temps, stratégie d'efficacité. Je pense que c'est ce qui va être notre gros défi. Donc, voilà, je pense que c'est un peu mes projets. Puis après ça, beaucoup de rêves, mais on verra qu'est-ce que ça donne d'ici 6 mois. Je croise les doigts pour les rêves. Moi, comme Sandrine, déposer mon mémoire, en ce moment, ma temporalité personnelle s'arrête à cette date-là. J'ai du mal à me projeter plus loin parce que ça prend tellement d'espace et de charge mentale que c'est dur de se projeter plus loin. Sinon, pour À la 3, comme les filles, moi j'ai vraiment hâte qu'on développe plus les formations. C'est quelque chose qui est vraiment le fun, puis on crée des connexions avec les personnes qu'on rencontre, donc ça c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment le fun. On aimerait bien aussi faire un e-book explicatif sur justement comment lancer son podcast, puis qui explique un peu mieux le milieu du podcast, les enjeux, etc. Donc faire un nouveau travail de recherche, mais plus orienté sur ce sujet. Et comme les filles elles disent, vraiment développer un peu plus. Moi, j'ai hâte d'avoir surtout ça en tête, le temps, justement, la transition entre trouver un travail. J'ai hâte de me consacrer à ça et voir
si ça m'épanouit et peut-être que ça va aussi m'orienter dans mes choix de carrière future. Donc, c'est un peu ça en ce moment. Je pense aussi que l'un vraiment de nos projets, c'est de créer un peu une communauté de podcasts, puis de trouver un moyen de penser, puis vraiment développer une stratégie pour rallier la communauté podcast à Montréal. Je pense que c'est vraiment un de nos objectifs, puis qu'on va analyser dans les prochains mois. COVID, pas COVID, je pense qu'on peut vraiment trouver des solutions pour trouver quelque chose de le fun, que ça soit communauté de femmes, rallier une tonne de gens par rapport à des podcasts qui se complètent. Ça serait définitivement un de nos objectifs à court et à long terme et peut-être un jour aussi dans un lieu. Ouais. Ça nous fait rêver. Et une question qui est en lien plutôt avec mon podcast qui s'appelle Montréal Boulevard. Comment vous voyez Montréal dans 5 à 10 ans? Moi, je pense que je le vois très vert. Dans le sens que il y a tellement d'initiatives éco-responsables qui sont en train de fleurir partout, et j'ai l'impression que Montréal est vraiment innovant, ou du moins qui laisse vraiment la place à ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça se développe. Surtout avec le Covid, je pense que ça a complètement changé les dynamiques. Avant, à Montréal, on retrouvait beaucoup de gros sièges d'entreprises. Alors maintenant, avec le télétravail, je me demande comment ça va se passer. Est-ce que ça va être un tour? Mais ouais, moi, je pense que je le vois de plus en plus vert, à tous les sens, symboliquement parlant. Moi, j'avais pensé à ça, mais tu sais, au Mexique, là, vu qu'il y a beaucoup de pollution, c'est comme les plaques d'immatriculation des autos qui permettent de dire aux gens quand est-ce qu'ils peuvent enfin, utiliser leur automobile. Puis je me disais, peut-être que ça pourrait être ça pour comme aller dans le centre-ville, tu sais, plus tard, comme, ah, OK, toi, c'est ta journée, fait que là, tu peux aller à ton bureau travailler, mais sinon, tu restes chez toi. Mais je sais pas, peut-être quelque chose comme ça pour avoir comme un... Comme à Paris. Ah, il y a ça à Paris déjà? C'est la circulation alternée. Donc, je pense que c'est les chiffres pairs et impairs, c'est pas les mêmes jours dans les gros pics de pollution. Mais c'est moins cool que des plaques intelligentes. Mais c'est vrai que oui, il y a ça, mais c'est vraiment les moments où il y a une alerte pollution, quoi. C'est pas tous les jours. Mais au Mexique, c'est comme ça, il me semble, justement. À Mexico, c'est les plaques paires et impaires, non? Ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais là, ça serait comme pour les gens, pour aller travailler, peut-être. Ah ouais. Mais non, C'est surtout avec le hub d'intelligence artificielle, là, ça se trouve, on va devenir une ville incroyablement sophistiquée. Pardon. Connecté. Ouais, 100%, c'est sûr. Puis moi aussi, je vois ça plus vert. Ben, tu sais, de toute façon, on va plus avoir le droit de vendre des autos avec du pétrole, là, comment on dit ça, de l'essence. Fait que, ouais. Fait que moi aussi, je vois ça une ville futuriste et verte. Moi aussi, je dirais que je vois ça beaucoup plus vert, puis surtout quand tu dis dans 10 ans. Par contre, je pense que Montréal va quand même avoir une période d'adaptation assez importante. Puis tu sais, je parle en ce moment de l'ensemble de Montréal et non seulement comme les petits quartiers un peu plus trendy, là, si on veut. Je pense que la COVID va quand même avoir des répercussions qu'il faut considérer sociétales et environnementales. Puis je pense que la dynamique va un peu changer. Mais je pense qu'au bout du compte, ça va être assez positif pour Montréal pour qu'elle se replace, repositionne, puis qu'elle se donne un peu plus des objectifs à travers le temps. Mais c'est sûr qu'à long terme, je la vois aussi assez verte et assez relax. J'ai un feeling assez relax de Montréal. Ah, moi, moins l'inverse. Parce que, tu sais, Montréal, c'est quand même une ville, genre, super connue pour les spectacles, pour, comme, l'art, pour la culture. Puis là, on dirait que, comme, j'ai l'impression qu'elle a été shut down, puis là, elle va repartir en fou parce que, je sais pas, c'est mon impression. Ouais, peut-être. Mais en gardant ce ton, tu sais, je trouve que c'est vrai qu'à Montréal, il y a le ton un peu plus relax. En ce cas, peut-être que je compare avec mes standards français, là, mais ici, les gens, ils marchent doucement. Enfin, je veux dire, tu sais, comme il y a quand même... On ressent qu'il y a beaucoup moins de stress, c'est clair. Moi, avant, je travaillais à Paris, puis j'étudie à Paris. Je suis pas parisienne, mais c'est clair que le stress, c'est pas du tout la même chose, quoi. Les gens sont beaucoup moins... stressés, ils prennent plus le temps. Puis même au niveau du travail, je trouve qu'il y a vraiment la place pour une vie personnelle, ce qui fait que c'est une ville qui n'est pas uniquement dédiée au travail, c'est une ville aussi où les gens développent un espace de création. C'est aussi pour ça qu'il y a autant d'initiatives, je pense.
parce que les gens ont plus de temps et pour développer, voilà, il y a vraiment cette place-là. Mais je comprends l'idée à la fois une ville chill dans le sens, voilà, pas forcément stressante, mais aussi une ville hyper dynamique, comme on dit. Je me souviens le premier été que je suis arrivée, c'était je suis arrivée en mars 2019, donc ça fait 2 ans. Et l'été où je suis arrivée, c'était avant la Covid, donc il y avait tous les festivals et il y avait genre 3 ou 4 festivals en même temps. Limite, j'ai adoré l'été, mais limite, je me disais vivement la fin de l'été que je me repose, quoi. Un soir, je me pose chez moi. Mais j'ai été super contente, hein, mais c'est juste au bout d'un moment, je me disais waouh, c'est Ouais. intense, hein. Il y a L'effervescence tout le l'été temps là, des de trucs la à faire. ville. Moi, ça me manque. Ah, moi aussi, faut pas parler de ça là, ça rend Ouais. triste. Mais même, je dirais même l'été dernier, bon, c'était plus plate, c'est sûr, par rapport à l'été d'avant, mais on sent quand même, il y a un esprit, vraiment, les gens sont en extérieur, il fait Mhm. chaud, il y a ce côté, ouais. Mais peut-être que la Covid, ça va permettre aux gens aussi. Je pense que tout le monde a développé son côté sportif, malgré le fait qu'on est dans une ville. J'ai jamais vu autant de ski de fond au parc Jarry Oui, avant c'est vrai. cet hiver. Donc je pense que peut-être que ça va garder cette habitude-là chez les gens. Je sais pas. Mm. Oui, c'est ça, on se trouve des choses à faire vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut Mhm. pas faire. Exact. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez des podcasts ou des œuvres, peu importe littéraires, des documentaires, peu importe, à recommander à nos auditeurs qui vous ont marqué ces derniers temps ou plus ou moins récemment, on va dire? Moi, j'ai été vraiment marquée pendant le confinement. J'ai lu La Servante écarlate. Je ne sais pas si vous connaissez. Ben, j'en ai parlé vraiment aux filles parce que j'étais traumatisée. Mais il y a la série, si les gens, ça leur tente pas de lire le livre. Mais dans le livre, on tombe vraiment dans un univers, puis ça fait beaucoup réfléchir aux droits des femmes, aux droits par rapport à l'avortement. Et c'est ça, un petit avant-goût. Mais dans le fond, peut-être faire un petit résumé. Là, je dis ça comme si les gens avaient déjà lu, mais c'est dans le fond une société futuriste où les femmes sont utilisées pour procréer, dans le fond, des enfants, puis ensuite les enfants leur sont retirés pour donner à des familles plus riches et plus nobles. Donc, c'est ça un peu l'enjeu. Donc, très intéressant, ça fait beaucoup Ouais, réfléchir. puis les femmes perdent ouais. Tous leurs droits. Puis les femmes perdent toute leur autonomie, elles n'ont plus le droit d'ouvrir de compte en banque, etc. Moi, je l'ai lu aussi en début d'année dernière. Puis en plus, c'était juste avant la Covid, donc heureusement que je ne l'ai pas lu pendant le Covid. Par contre, ça m'aurait peut-être un peu traumatisée. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, waouh, faut faire attention parce qu'on rien n'est acquis, quoi. Ouais. Quand on voit des C'est pays comme la important. Pologne, je pense, qui a annulé, enfin qui a supprimé le droit de l'avortement, Mhm. qui est quand même un pays européen Ouais. dans Ben, qui avait le droit de l'avortement, tu te dis waouh, tout peut arriver, il faut vraiment faire attention. Puis la Russie, ils ont aussi décriminalisé la violence conjugale, là, donc tu te demandes Ouais. vraiment, c'est vraiment pas si loin de nous, ce roman-là. Ouais. En Même fait, les États-Unis, il y a certains États où c'est Ben devenu ouais. presque impossible l'accès à l'avortement. ouais, ça, pour revenir à ton point sur la Russie, en fait, moi j'ai vécu 1 an à Moscou Mm. et l'année où ça a été dépénalisé, c'est exactement l'année où j'étais à Moscou. Ah! Et je me souviens, c'est c'est un autre monde, la Russie. Bon, Ouais. c'est sur les droits des femmes, bon, voilà. Le 8 mars, les femmes se font offrir des fleurs. À part ça, voilà. Mais non, mais c'est dans le sens que, tu sais, je veux dire, ouais, je me souviens de ce moment-là où il y avait beaucoup de médias qui en parlaient. Mm. Mais c'est quelque chose, quoi. On se dit, Ouais. waouh. Tu sais, prendre Quel le point temps de défaire qu'est-ce qui avait déjà été accepté, moi, ça me perturbe un peu. Mais bon. C'est jamais acquis nos droits, Non, c'est malheureusement. ça, c'est jamais Ah ouais. acquis. Triste. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que on n'est jamais. Enfin, tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression de parler, tu sais, dans les soupers ou dans les repas de famille ou peu importe, d'être un peu celle qui remet en place ou qui est tout le temps là, comme mon père nous appelle avec ma sœur, comment dire, les révoltés de service, c'est ça. Mm. Mais je pense que des fois, je me dis, ouais, je suis peut-être un peu intense, mais non, on n'est jamais trop intense. Je pense que faut Non. vraiment pas s'arrêter. Puis, C'est Ouais, bon de je pense que rappeler tu aux parles à gens des convaincus. ouais, que c'est ça, c'est pas parce qu'on l'a que ça va durer toute notre vie. Moi, j'aurais deux petites références, puis c'est vraiment comme un peu genre on top of my head.
À l'instant, mes podcasts que j'ai vraiment adoré, c'est Debatable Podcast, que j'ai vraiment trouvé intéressant, qui avait des bons sujets, puis qui allait vraiment chercher du monde qui était pas d'accord sur des points, puis tu sais, qui amenait aussi beaucoup de nuances. Donc, tu pars d'un point qui est très, très, très différent, puis t'amènes à avoir des consensus, puis à comprendre l'autre. Puis vraiment, c'est ça. Tu sais, juste aller chercher une certaine nuance que je trouve ce qui manque souvent dans notre société. Un peu le don de tes arguments, mais en même temps l'écoute de l'autre et la compréhension et vraiment être nuancé dans ses propos. Puis un livre que je suis en train de lire, là, je l'ai pas fini, mais j'adore, c'est La Société du spectacle de Guy Debord. Que c'est vraiment, dans le fond, c'est comment notre société dépend souvent des perceptions ou sinon de l'acclamation ou de l'intensité des nouvelles et des réactions par rapport aux éléments de la société, qui est super intéressant, je trouve. Donc voilà. Très PR. Ouais, vraiment. Mais Laurence, elle a toujours des références de livres. C'est elle qui nous avait recommandé la théorie King Kong Theory, Ah qui ouais. était incroyable en tout cas. Mais Ouais, ça Abril c'est un Laurent, livre c'est d'ailleurs autre que je chose. conseille aussi pour Mhm. toutes les personnes qui Ouais. nous écoutent. Je pense que c'est hyper intéressant à lire King Kong Theory de Virginie Mais Despentes. c'est choc, Vraiment. c'est très intéressant, Choquant. mais c'est pour ça que je le recommande. Tu sais, je fais attention à quand je le recommande parce que c'est très choquant et ça doit être pris Ouais. avec une pincée de sel, disons, et que tu sais, ça forme l'esprit Ouais. critique. Je pense Ouais, que exactement. c'est vraiment important de le voir de cette façon-là aussi, là. Ouais, Ouais, vraiment. exactement. Et ouais, moi comme les filles, j'aime bien les livres un peu choquants. Je pense que j'aime me prendre des claques quand je lis des trucs. Je pense, moi, ce qui m'a choqué, il y a 2 livres qui m'ont vraiment marqué cette année. C'était Le Pouvoir de Naomi Elderman. Oui, je Je l'ai lu il y vérifie a pas parce que longtemps. j'ai regardé. Ouais. Oui, c'est ça. Ce livre, faut s'accrocher, hein, mais il m'a mis une claque. On dirait que, je suis désolée, j'y repense, puis ça me stresse. Non, mais c'est l'histoire vite fait là, mais c'est une dystopie, comme si les pouvoirs, la force en fait était inversée, puis c'est les femmes qui se retrouvent à avoir plus de force que les hommes, et c'est comme une genre d'un basculement complètement de l'autre côté. Et je trouve que ça remet les choses dans une drôle de perspective. Et ça permet aussi un peu je sais pas, d'avoir une autre opinion. Moi, ça m'a beaucoup fait penser. Et dans le même genre de remise en question, ce que j'aime bien les questionner un peu mon féminisme, c'était le livre Les choses humaines. C'est un roman sur un viol, mais on est dans la peau de l'agresseur, et ça montre justement la zone grise juridique. Moi, ça m'a vraiment perturbée. Puis encore maintenant, c'est un livre, je pense, qui m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Mais c'est ça, je le recommande, mais à prendre avec des pincettes parce que les deux sont des sujets qu'il faut être prêt à les confronter parce c'est très confrontant dans sa manière de penser. Je pense que oh, et si on veut dire un podcast, désolée, j'ai tellement je pense à plein de trucs, mais il y a le podcast de Louis Média, je crois que ça s'appelle quelque chose comme Peut-être une nuit, sur l'inceste, avec le gros boom qu'il y a eu sur le mouvement contre l'inceste en Europe. Ça aussi, un sujet lourd, mais qu'il était temps de briser les tabous, je pense, là-dessus. En tout cas, désolée pour Moi, ces je peux références suggérer un vraiment podcast plus léger. pesantes. Oui, je pense que ce serait bien. Ouais, tu sais, là, on est vraiment dans les sujets intenses, mais ça me fait penser, là, le podcast On s'appelle et on déjeune du nutritionniste urbain. Genre, gros coup de cœur là-dessus. Je trouve qu'il y a tellement un beau rapport avec l'alimentation. Donc, si ça vous intéresse, c'est comme l'alimentation intuitive, puis tous les sujets, là, tu sais, l'alimentation santé aussi. Donc, vraiment cool, super. Je trouve qu'il y a un format vraiment léger, puis c'est des podcasts plus courts aussi. Fait que des fois, pour ceux que ça l'intéresse, qui veulent juste s'informer rapidement, c'est bien cool. Je vais mettre toutes les références en description et c'est marrant parce que tous les livres que tu as dit, je les ai lus aussi cette année.
C'est Enfin, vrai? en 2020 plutôt, en 2020. Ouais, moi Car il aussi. tue les choses humaines et le pouvoir. Et c'est marrant parce que le pouvoir, il m'a mis vraiment dans le même état d'esprit que la servante écarlate, en fait. Oui, 100%. Pourtant, c'est un peu l'inverse parce que Ouais, c'est les femmes qui prennent le pouvoir mais c'est c'est vraiment. peut-être parce que ça se passe aussi aux États-Unis, il y a le côté un peu, je sais pas, couvent, esprit un petit peu comme ça, Mm. mais ça m'a vraiment mis dans le même état d'esprit. Mhm. Mais je me demande d'ailleurs si je l'ai pas lu parce que tu l'avais mis en story, il me semble, Léa. Ah, C'est peut-être. possible que je l'ai lu C'est pour possible. ça. Ben, je l'ai recommandé à beaucoup de gens cette année parce que justement pour les fans de La Servante écarlate, ça fait souvent. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, je vais mettre toutes vos références. La Société du spectacle, je l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Faut que ça a l'air très intéressant aussi. Donc je vais mettre toutes vos références. Puis on se reparle dans quelques mois pour voir comment ça a avancé et puis pour voir où en sont vos projets. Et puis Parfait. merci d'avoir accepté l'invitation pour cette belle conversation. Ben, Merci merci à beaucoup toi. à À toi. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup À à toi. bientôt. Merci à Lia, Sandrine et Laurence pour cette conversation passionnante et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous le dire sur Instagram, @MontréalBoulevard, ou alors @podcastfea ou @ala3media. Merci. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, @montrealboulevard.podcast. Je partage régulièrement des choses qui pourraient vous intéresser. À bientôt!